Le fils paralysé de 4 ans du milliardaire n'arrêtait pas de pleurer pendant une réunion d'affaires jusqu'à ce qu'une fillette pauvre de 7 ans surgisse et le nourrisse l'apaisant pour la première fois depuis l'accident. Avant toute chose, écrivez dans les commentaires d'où vous nous regardez. Likez et abonnez-vous pour plus d'histoires bouleversantes. Les pleurs étaient insupportables. Ils traversaient les portes en acajou de la salle de réunion du groupe financier Noirval, rendant la présentation PowerPoint sur les prévisions trimestrielles totalement hors de propos. Jacques Noirval, fondateur et PDG, essayait de garder son calme, mais les muscles de sa mâchoire se crispaient à chaque gémissement qui résonnait dans le couloir. « Peut-être devrions-nous faire une courte pause » suggéra Elisabeth Cartier, sa directrice financière, en jetant un regard compatissant vers la porte. Jacques hocha la tête sèchement. 10 minutes. Alors que les cadres sortaient leurs murmures à peine dissimulés, Jacques desserra sa cravate et se dirigea vers la pièce attenante de la suite exécutive, où Madame Thomasin l'infirmière tentait de calmer Michel, âgé de 6 ans. Le visage de son fils était rougi des larmes coulant sur ses joues, ses petites mains serrées en poing le long de son corps. Le fauteuil, roulant spécialisé, se dressait comme un monument à leur tragédie. « Il est inconsolable depuis plus d'1 heure, » dit Madame Thomasin, d'un ton d'excuse. « J'ai tout essayé. » Jacques passa une main dans ses cheveux, poivre et sel. « Ce n'est pas grave, nous reporterons la réunion. » Il s'agenouilla près de son fils, sa voix s'adoucissant. « Et champion, papa est là !» Les pleurs de Michel continuaient sans relâche, son petit corps secoué par chaque sanglot. Le vacarme à la réception ne l'atteignit guère, jusqu'à ce que les voix des agents de sécurité s'élèvent au-dessus des cris de l'enfant. « Mademoiselle, vous ne pouvez pas entrer ici, c'est une zone privée. » Une petite silhouette échappa aux gardes, une tache de robe bleue délavée et de boucles blond miel indisciplinées. Elle ne devait pas avoir plus de 7 ans, avec des baskets usées et des yeux noisettes déterminés. « Il a faim », déclara la fillette, en marchant droit vers Michel. « C'est pour ça qu'il pleure. » Jacques cligna des yeux, momentanément muet devant cette intrusion. « Qui es-tu? Comment es-tu monté ici ?» La petite l'ignora, concentrée entièrement sur Michel. « Salut, je suis Emma. Tu veux partager mon sandwich ?» Elle sortit de son sac à dos un sandwich au beurre de cacahuète, légèrement écrasé. « Mon papa dit que la nourriture règle tout. » À la stupéfaction de Jacques, les sanglots de Michel commencèrent à s'apaiser alors qu'il fixait la visiteuse inattendue. Emma détacha un petit morceau de sandwich et le tendit aux lèvres de Michel. Sans hésiter, il l'accepta. « Tu vois, » dit-elle, « faim. » Emma continua à lui donner de petites bouchées. Ma maîtresse dit que c'est difficile de réfléchir quand on a le ventre vide. Jacques regardait incrédule son fils, qui avait refusé toute nourriture de Madame Thomasin toute la matinée, acceptait tranquillement chaque morceau de cette étrange fillette. Le garde de sécurité hésitait à la porte. « Monsieur, dois-je » Jacques leva la main pour le faire taire. Il ne pouvait détacher ses yeux de la scène, ni du visage de la fillette. La ressemblance était troublante. Les mêmes yeux noisettes, le léger pli du nez, la façon dont ses cheveux accrochaient la lumière. Elle ressemblait étrangement à Sarah, sa femme disparue depuis 2 ans. « Comment tu t'appelles, déjà ?» demanda Jacques doucement. Emma Dubois, répondit-elle toujours concentrée sur Michel, désormais complètement silencieux. « Il a de jolis yeux. Mais ils ont l'air tristes. » Jacques sentit quelque chose bouger en lui, une fissure dans la glace qui avait emprisonné son cœur depuis l'accident. « Emma, où sont tes parents? Mon papa répare le système de chauffage de votre immeuble en bas. »
Je devais attendre dans le hall, mais je l'ai entendu pleurer. Elle désigna Michel. Je n'aime pas quand les gens pleurent tout seuls. Michel tendit la main vers celle d'Emma, son premier mouvement volontaire de la journée. « Eh bien, dit Jacques, sa voix soudain étranglée. Merci d'avoir aidé Michel. Je crois qu'il aimerait que tu restes un peu. » La pluie d'avril frappait doucement les fenêtres de la maison de Jacques Noirval, dans le quartier du Marais, un contrepoint rythmique aux bavardages animés venant du jardin des hivers. 2 semaines s'étaient écoulées depuis qu'Emma Dubois avait fait irruption dans son bureau et accompli ce que son équipe dirigeante appelait désormais, en plaisantant, le miracle du sandwich. Jacques se tenait dans l'embrasure de la porte, une tasse de café à la main, observant Emma lire un livre d'images à Michel, dont le fauteuil était placé près d'elle sur le siège de la fenêtre. Et alors, le dragon dit... Emma baissa sa voix, en un grognement comique provoquant un sourire chez Michel, ce sourire rare et précieux qui avait été absent si longtemps, après avoir découvert que Robert Dubois, le père d'Emma, était entrepreneur dans l'entreprise de maintenance de l'immeuble. Jacques avait trouvé un prétexte pour le faire travailler sur le système de chauffage de sa maison. C'était transparent, peut-être, mais cela lui donnait une raison légitime pour qu'Emma vienne encore et encore. Madame Thomasin s'approcha, baissant la voix. Son kinésithérapeute dit qu'il montre plus de réactivité. Le docteur Mathieu pense que la visite d'Emma a eu un effet thérapeutique. Jacques acquiesça la gorge serrée. Elle fait ressortir quelque chose en lui qu'aucun de nous n'a su trouver. Elle vous rappelle? Sarah observa doucement Madame Thomasin. Jacques ne répondit pas. La ressemblance entre Emma et sa défunte épouse était un sujet qu'il avait évité. Cela paraissait impossible. Cet enfant inconnu avait les yeux de Sarah, son rire même, son habitude de ramener une mèche de cheveux derrière son oreille quand elle se concentrait. Parfois, quand Emma se tournait brusquement, son cœur s'arrêtait tant la similitude était frappante, comme voir un fantôme. Monsieur Noirval. La voix de Robert Dubois retentit derrière lui. L'homme paraissait mal à l'aise dans ce décor opulent, sa tenue de travail, tranchant avec les meubles antiques et les œuvres d'art. J'ai terminé avec les robinets de la salle de bain. À l'étage, tout est en ordre. Jacques se retourna et tendit la main. « Merci, Robert. Et s'il vous plaît, appelez-moi Jacques. » Robert hocha la tête, mais la formalité resta dans sa posture. « Emma n'a pas causé de soucis, j'espère. » « Bien au contraire, » assura Jacques. « Elle est remarquable avec Michel. » Le visage buriné de Robert s'adoucit en regardant sa fille. Elle a toujours eu ce don. Toujours. Il hésita. « Écoutez, j'apprécie que vous me donniez ces travaux supplémentaires, mais je ne veux pas qu'Emma dérange votre fils. »« Elle ne dérange personne, » répondit Jacques trop vite. En fait, j'espérais proposer un arrangement. Les thérapeutes de Michel pensent que la présence d'Emma est bénéfique. Accepteriez-vous qu'elle vienne régulièrement? Je vous dédommagerai, vous deux, bien entendu. Le visage de Robert se referma légèrement. Nous n'avons pas besoin de charité, monsieur Noirval. Ce n'est pas de la charité, insista Jacques. C'est un échange équitable. Emma aide Michel d'une façon que des professionnels formés n'ont pas su trouver. C'est précieux. Avant que Robert ne réponde, un fracas se fit entendre depuis le jardin d'hiver. Les 2 hommes se précipitèrent et découvrirent un vase renversé. L'eau s'était répandue sur le sol de marbre. Emma se tenait figée, les yeux grands ouverts. « Je suis désolé. Michel voulait voir les fleurs de plus près. Et quand j'ai essayé de les bouger... »« Ce n'est rien, ma chérie, » dit Robert, aussitôt en s'agenouillant pour nettoyer. « Laissez le personnel s'en charger, » dit Jacques. Mais Robert
était déjà en train d'éponger l'eau avec son mouchoir. « Nous nettoyons nos propres bêtises », dit-il doucement, sans croiser le regard de Jacques. Jacques remarqua le visage de Michel se crisper, les larmes menaçant de jaillir. Depuis l'accident, le moindre bouleversement le submergeait. Mais avant qu'il n'intervienne, Emma s'agenouilla devant le fauteuil de Michel. « Et ce n'est que de l'eau. Pas grave, dit-elle joyeusement. Tu te souviens du livre où le dragon renverse le château du chevalier? Parfois les accidents arrivent. » La respiration de Michel se calma, tandis qu'il fixait le visage d'Emma. Jacques sentit la douleur familière lui serrer la poitrine, en voyant son fils se connecter à cet enfant, d'une façon qu'il n'arrivait pas lui-même à atteindre. Comme Sarah avait toujours su exactement ce dont Michel avait besoin. La ressemblance n'était pas seulement physique, c'était plus profond, quelque chose qui lui donnait la chair de poule, entre émerveillement et peur. « Monsieur Dubois, » dit soudain. « Jacques, j'ai une proposition qui pourrait nous être bénéfique à tous. » Les baskets d'Emma se balançaient au-dessus du sol lustré, alors qu'elle était assise sur la table d'examen du cabinet du docteur Hiver. Le neurologue pédiatrique avait un visage bienveillant et un nœud papillon orné de petites girafes qui fit sourire Emma malgré sa nervosité. « Alors, Emma aime. Noirval me dit que tu es très doué pour aider Michel, » dit le docteur Hiver en prenant des notes sur sa tablette. Emma haussa les épaules. « Je lui parle juste normalement. Tout le monde le traite comme un bébé ou un truc du genre. » Le docteur Hiver hocha la tête pensif. « C'est très sage de ta part. Et M. Noirval m'a mentionné que parfois Michel te répond physiquement, qu'il bouge ses mains. Oui, quand il veut quelque chose. » Emma balançait ses jambes. « Hier, il voulait le camion rouge, pas le bleu. Alors il a montré pas avec tout son bras, juste son doigt. Mais je l'ai vu. » Depuis la porte, Jacques échangea un regard significatif avec le docteur Hiver. Les mouvements volontaires de Michel avaient été minimes depuis l'accident. La lésion médulaire affectait complètement la partie inférieure de son corps, mais le traumatisme l'avait aussi rendu renfermé, peu réactif, même là où il aurait pu bouger. « Emma, voudrais-tu voir des images du cerveau ?» demanda le docteur Hiver en affichant un schéma coloré sur sa tablette. Tandis qu'Emma se penchait, avec intérêt, Jacques glissa dans le couloir, où Robert Dubois attendait l'attention visible dans sa posture. « Monsieur Dubois !» Robert commença Jacques. « C'est trop, » coupa Robert. « Des examens chez des spécialistes, tous ces rendez-vous pour Emma, ce n'était pas prévu dans votre famille ?» Jacques s'adossa au mur, soudain fatigué. Les 3 dernières semaines avaient été un tourbillon, depuis qu'il avait convaincu Robert de laisser Emma passer plus de temps avec Michel. L'arrangement avait commencé simplement. Emma venait après l'école, tandis que Robert effectuait diverses réparations dans la maison de Jacques. Mais quand Jacques avait remarqué qu'Emma semblait comprendre intuitivement les besoins de Michel, il avait consulté l'équipe médicale de son fils. « Robert, je comprends vos inquiétudes, mais le docteur Hiver n'examine pas Emma. Il observe son interaction avec Michel pour nous aider à comprendre pourquoi Michel réagit à elle et pas aux autres. » Robert passa une main dans ses cheveux clairsemés. « J'ai l'impression que nous nous mêlons trop à votre vie. Emma ne parle plus que de Michel et de votre grande maison. Elle s'attache. » Il hésita. « J'ai peur de ce qui se passera quand vous n'aurez plus besoin de nous. » Les mots pesaient lourds entre eux. Jacques comprenait la crainte de Robert, un père célibataire de milieu modeste, méfiant, à l'idée que sa fille s'habitue à un mode de vie qu'il ne pourrait jamais lui offrir et qu'elle forme des attaches qui seraient fatalement rompues. « Je ne considère pas cela comme temporaire, »
dit Jacques prudemment. Michel a besoin d'Emma, et je lui en suis reconnaissant. Reconnaissant au point de m'embaucher pour des travaux dont vous n'avez pas besoin, répliqua Robert d'une voix basse, mais ferme. Je répare des choses, monsieur Noirval. Des vrais problèmes, pas des problèmes inventés, pour que vous ayez ma fille près de vous. Jacques sentit une bouffée de honte. Vous avez raison, je n'ai pas été complètement transparent. Mais mon fils a souri pour la première fois depuis 2 ans grâce à Emma. Hier, il a tendu la main pour attraper un jouet. De petites choses pour la plupart des enfants, mais des étapes importantes pour Michel. Avant que Robert ne réponde, la porte du cabinet s'ouvrit et Emma jaillit, suivie du docteur Hiver. « Papa, j'ai vu des images de cerveau. Ça ressemble à des drôles de choux-fleurs, » annonça-t-elle. Le docteur Hiver sourit à Robert. « Votre fille est remarquable, monsieur Dubois. Elle a une compréhension instinctive de la manière de motiver Michel. Nous appelons cela une résonance thérapeutique, quand quelqu'un apporte naturellement les bons stimuli pour engager un patient. » Robert posa une main protectrice sur l'épaule d'Emma. « Elle a toujours été douée avec les gens. J'aimerais proposer quelque chose, » dit le docteur Hiver. « Un cadre plus formel. Emma a un impact extraordinaire sur le potentiel de rétablissement de Michel. Avec votre permission, je voudrais mettre en place un programme où Emma participerait aux séances de thérapie de Michel, en étant dûment rémunérée, comme aide thérapeutique bien sûr. » Un travail, Robert, avait l'air sceptique. Elle a 7 ans. Plutôt comme un rendez-vous de jeu spécialisé avec un but, précisa le docteur Hiver. Les enfants de l'âge de Michel répondent mieux aux pères qu'aux adultes, et Emma a un don naturel. Emma tira la manche de son père. « Je peux, papa. J'aime aider Mikey. » Mikey répéta Jacques, surpris par ce surnom que seule Sarah utilisait autrefois. « Oui, dit simplement Emma. C'est comme ça qu'il aime être appelé. Il m'a dit « Plus haut, papa, pousse-moi plus haut. » Les éclats de rire ravis d'Emma résonnaient dans le vaste jardin de la propriété Noirval, alors que Robert la poussait sur la balançoire récemment installée. Depuis la terrasse, Jacques les observait partagés par des émotions complexes. En 6 semaines, depuis l'arrivée d'Emma dans leur vie, les changements avaient été tout simplement remarquables. Michel, assis à côté de Jacques dans son fauteuil, suivait du regard l'arc de balancement d'Emma avec un véritable intérêt. L'expression vide qui dominait son visage depuis 2 ans avait disparu. « Tu veux t'approcher pour mieux regarder ?» « Emma ?» demanda Jacques à son fils. Michel hocha la tête. Une autre nouveauté. Des réponses simples, mais une communication quand même, alors que Jacques roulait Michel vers la balançoire. Il s'émerveillait de la vitesse à laquelle leur vie s'était entremêlée à celle des Dubois. Le programme de thérapie formelle, mis en place par le docteur Hiver, montrait des résultats prometteurs. Michel démontrait une réactivité accrue, faisait des mouvements délibérés du haut du corps, et surtout s'engageait émotionnellement, au lieu de se replier sur lui-même. Mais ce n'était pas seulement Michel qui changeait. Toute l'atmosphère de la maison Noirval s'était transformée. Là où régnait le silence et le chagrin, il y avait désormais des voix d'enfants, des rires occasionnels, la vie reprenant dans des espaces qui semblaient figés dans le temps. Monsieur Noirval. Madame Thomasin s'approcha avec un téléphone sans fil. « Votre père est en ligne. Il est très insistant. » Jacques réprima un soupir. « Dites-lui que je le rappellerai plus tard. Il dit qu'il est à l'aéroport, qu'il vient évaluer la situation en personne. » Jacques sentit un nœud se former dans son estomac. Henri Noirval, président semi-retraité du groupe financier et patriarche de la famille, avait exprimé de vives réserves quant aux décisions récentes de Jacques, particulièrement le temps et les ressources consacrées à la famille Dubois. « Très bien dit, Jacques.
en prenant le combiné. « Papa, que veux-tu dire? Tu es à l'aéroport. » La voix autoritaire d'Henri Noirval grésilla dans le combiné. « Je veux dire exactement cela. Tes rapports d'assistance sont pour le moins préoccupants. Cet arrangement que tu as fait avec la fille de l'ouvrier d'entretien. Les membres du conseil en parlent, Jacques. Le conseil n'a aucun droit sur ma vie privée, répondit Jacques d'un ton sec, en s'éloignant de Michel. Ils le font quand tu annules des réunions pour assister à des séances de thérapie avec un enfant qui n'est même pas de ta famille. Quand tu es distrait pendant la planification trimestrielle parce que tu envoies des textos au médecin à propos de la nouvelle amie de Michel. Emma aide Michel, c'est tout ce qui compte. Vraiment. La voix d'Henri Noirval s'adoucit légèrement. Fils, je comprends que tu sois encore en deuil de Sarah. Elle nous manque à tous. Mais cette fixation sur une enfant qui lui ressemble, ce n'est pas à propos de Sarah. Coupa Jacques sèchement, bien que les mots lui semblassent creux, même à lui. N'est-ce pas? Élisabeth a mentionné que la ressemblance est frappante. Jacques, j'ai peur que tu projettes. On en reparlera quand tu seras arrivé. Interrompit Jacques en mettant fin à l'appel. Il resta immobile, un instant essayant de retrouver son calme avant de revenir vers Michel. Quand il se retourna, il trouva Robert Dubois à proximité, dont l'expression montrait clairement qu'il avait entendu au moins une partie de la conversation. « Votre père n'approuve pas notre présence ?» ici dit Robert d'un ton plat. Jacques soupira. « Mon père n'approuve pas grand-chose. Ne vous en faites pas. »« C'est vrai, » demanda Robert d'une voix basse. « Est-ce qu'Emma vous rappelle votre femme ?» La question directe prit Jacques de court. Ils avaient soigneusement évité ce sujet dans toutes leurs interactions, au cours des dernières semaines. Il y a une ressemblance, admit Jacques avec prudence. Mais ce n'est pas la raison. Nous devrions partir, coupa Robert, déjà en train d'avancer vers la balançoire pour rejoindre Emma. Robert attendait. Jacques lui attrapa le bras. Quelle que soit la ressemblance, ce n'est pas pour ça qu'Emma est importante pour nous. Elle se connecte avec Michel d'une façon que personne d'autre ne peut. S'il vous plaît, ne lui enlevez pas cela, simplement parce que mon père est difficile. Le regard de Robert se tourna vers l'endroit où Emma était maintenant assise, près du fauteuil de Michel, lui montrant une chenille qu'elle avait trouvée. Michel était totalement captivé, ses yeux suivant les gestes animés de la fillette. « Quand Sophie est morte, en donnant naissance à Emma, dit Robert doucement, j'ai cru que mon monde s'effondrait. Pendant des mois, j'ai à peine pu fonctionner. Puis un jour, j'ai réalisé qu'Emma avait les yeux de sa mère, son sourire. Pendant un temps, je ne pouvais pas la regarder sans voir Sophie. » Jacques sentit un frisson. C'était la première fois que Robert mentionnait la mère d'Emma. « Comment avez-vous surmonté cela ?» demanda Jacques. « Je ne l'ai pas fait pas complètement. » Le visage marqué de Robert s'adoucit. « Mais j'ai appris à voir Emma pour ce qu'elle est, et pas comme l'ombre de quelqu'un disparu. Voilà le problème avec le deuil, monsieur Noirval. Il ne disparaît pas. On construit simplement quelque chose de nouveau autour. » Avant que Jacques ne réponde, un rire éclatant de Michel, son premier véritable éclat de rire depuis des années, attira leur attention. Emma avait posé la chenille sur le plateau de son fauteuil, et Michel suivait avec fascination sa lente progression. « Votre père arrive ?» quand demanda Robert, résigné. « Demain matin. » Robert hocha la tête. « Alors nous avons jusqu'à demain pour décider ce qui est le mieux pour nos deux enfants. » Henri Noirval coupait une figure imposante, même à 72 ans, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure, tandis qu'il observait la scène dans la bibliothèque du manoir des Noirval. Emma et Michel étaient assis par terre,
avec un ensemble élaboré de blocs de construction, tandis que Jacques examinait des dossiers à son bureau. La tranquillité domestique n'était clairement pas ce qu'Henri s'attendait à trouver. « Alors voici la jeune demoiselle dont j'ai tant entendu parler », dit Henri, étudiant Emma, avec un regard sans détour. Emma leva les yeux et offrit un sourire de dents de devant manquantes. « Vous êtes le grand-père de Mikey. Il a dit que vous lui apportiez des robots du Japon. » Une lueur de douceur traversa brièvement les traits sévères d'Henri. « En effet. Et tu dois être Emma. »« Oui. On construit un château avec un fossé et tout. Vous voulez aider ?» Henri jeta un regard à Jacques, qui observait l'interaction avec une tension à peine dissimulée. « Peut-être plus tard. J'ai besoin de parler avec mon fils d'abord. » Jacques se leva. « Emma, tu peux rester avec Michel quelques minutes. Madame Thomasin reviendra bientôt avec ton goûter. »« D'accord. » Emma retourna à ses blocs, son attention déjà recentrée sur leur projet de construction. Jacques conduisit son père jusqu'à son bureau, refermant la porte derrière eux. Henri ne perdit pas de temps avec les politesses. « Elle ressemble remarquablement à Sarah, dit-il abruptement. C'est troublant. » Jacques s'y était préparé. « Oui, il y a une ressemblance, mais ce n'est pas pour ça qu'elle est là. Non, alors explique-moi, pourquoi tu as en quelque sorte installé cet enfant et son père dans ta vie. » Elisabeth m'a dit que tu avais embauché l'homme à plein temps pour gérer ta propriété. Robert est qualifié. L'arrangement fonctionne pour tout le monde, répondit Jacques d'un ton égal. Et Emma était la première personne à avoir brisé le mur de Michel depuis l'accident. Ces médecins parlent de progrès remarquables. Henri s'adoucit légèrement. Je veux aussi que Michel aille mieux. Mais Jacques, cela me paraît contre nature. Tu recrées une famille avec des étrangers parce qu'ils comblent les vides de ce que tu as perdu. L'accusation piqua d'autant plus que Jacques s'était posé lui-même la question maintes fois ces dernières semaines. « Tu n'as pas vu Michel depuis des mois, » répliqua Jacques. Il s'ouvre maintenant, il soutient le regard, il utilise sa voix. Hier, il a actionné seul les commandes de son fauteuil, pour la première fois depuis l'accident. Tout cela depuis qu'Emma est entrée dans sa vie. Henri soupira, se déplaçant vers la fenêtre qui donnait sur le jardin, où Robert Dubois taillait les rosiers de Sarah, négligés jusqu'à récemment. Et le père de cette petite, comment se sent-il en voyant sa fille s'entrelacer émotionnellement avec une famille au-dessus de sa condition, en te voyant regarder son enfant comme si elle était une sorte de substitut. Robert comprend les besoins de Michel, répondit Jacques, bien que l'inconfort lui tordît l'estomac. La vérité était plus compliquée, car si Robert avait accepté de poursuivre l'arrangement, une tension persistait entre eux. « En est-il sûr ?» demanda Henri en se retournant de la fenêtre. « Ou bien est-il simplement un homme sans option, acceptant l'intérêt d'un riche protecteur pour sa fille, parce que cela lui apporte la sécurité financière. C'est injuste, s'exclama Jacques. Robert protège d'Emma. Il n'a accepté cet arrangement que parce qu'il voit à quel point elle et Michel s'apportent mutuellement. Henri scruta le visage de son fils. Et quel est exactement cet arrangement, Jacques? Jusqu'où comptes-tu aller avec cette famille de substitution que tu es en train de bâtir? La question resta suspendue dans l'air, sans réponse, quand on frappa à la porte du bureau. Madame Thomasin entra l'air préoccupé. « Monsieur Noirval, je pense que vous devriez venir vite. Le docteur Mathieu est là pour la séance de Michel. » Mais Jacques était déjà en mouvement. Dans la bibliothèque, ils trouvèrent Michel sanglotant de façon incontrôlable, tandis que le docteur Mathieu, le kinésithérapeute, tentait sans succès de le calmer. Emma se tenait à côté, son petit visage marqué d'inquiétude. «
Que s'est-il passé » demanda Jacques en se précipitant vers Michel. « J'ai simplement expliqué qu'Emma devait sortir pendant la séance officielle de thérapie, » expliqua le docteur Mathieu. « Les règles d'assurance n'autorisent que la famille à être présente. »« Il a peur, » interrompit Emma, sa voix petite, mais certaine. « Il pense que je pars pour toujours, comme sa maman. » La pièce devint silencieuse, hormis les sanglots de Michel. Jacques sentit la présence de son père derrière lui, observant tout. « Je ne vais nulle part. »« Mikey, » dit Emma, en s'approchant du fauteuil et en prenant la main de Michel. « Le docteur Matt doit juste faire des exercices spéciaux avec toi. Je serai juste derrière la porte, promis. » Peu à peu, les pleurs de Michel diminuèrent, tandis qu'Emma continuait de lui parler doucement. Quand il se calma, elle se recula. « Compte jusqu'à 100, Mikey. Quand tu auras fini, le docteur Matt sera parti, et on pourra terminer notre château. » À la stupéfaction générale, Michel hocha la tête et commença à compter d'une voix tremblante. 1, 2. Alors qu'Emma quittait la pièce, Jacques la suivit dans le couloir. « Comment savais-tu quoi dire ?» demanda-t-il. Emma haussa les épaules. « C'est comme ça que je me suis sentie quand ma maman est morte. Comme si tout le monde allait disparaître aussi. Ta maman Jacques sentit son cœur s'accélérer. Robert m'a dit qu'elle était morte quand tu es né. » Emma leva les yeux, une confusion traversant son visage. « Oui, mais je m'en souviens encore un peu. Surtout dans mes rêves. » Elle chantait des chansons sur les tournesols. Avant que Jacques n'ait le temps de comprendre cette déclaration déconcertante, Henri apparut dans l'embrasure de la porte, son expression indéchiffrable, alors qu'il étudiait d'Emma. « Jeune demoiselle, dit-il prudemment. « Quel était le nom de ta mère, Sophie ?» répondit Emma. « Sophie Dubois. Papa a une photo d'elle me tenant quand je suis né. Vous voulez la voir? Elle est dans mon sac à dos. » La photographie tremblait entre les mains de Jacques. Elle était pliée et usée manifestement, chérie, et souvent manipulée. La femme dans le lit d'hôpital tenait une Emma nouveau-née, son sourire épuisé rayonnant malgré sa fatigue évidente. Les cheveux blonds miel de Sophie Dubois encadraient un visage qui ressemblait fortement à celui de Sarah. Mais ce n'était pas Sarah. Similaires, oui, comme peuvent l'être de lointaines cousines, mais des femmes distinctes. « Je ne comprends pas, » dit Jacques, en levant les yeux vers Robert, qui se tenait mal à l'aise au centre du salon du manoir Noirval. Henry était assis, tout près, son expression grave. « Qu'y a-t-il à comprendre ?» répliqua Robert d'une voix défensive. « C'est ma défunte épouse Sophie avec Emma, juste après sa naissance. Elle a eu des complications à l'accouchement, une hémorragie. Ils n'ont pas pu l'arrêter, mais Emma dit qu'elle se souvient que sa mère chantait des chansons sur les tournesols. » Les épaules de Robert s'affaissèrent. Emma avait 3 jours quand Sophie est morte. Elle ne s'en souvient pas vraiment. C'est seulement après avoir commencé à passer du temps ici qu'elle a commencé à dire des choses comme ça. J'ai pensé qu'elle les avait peut-être captées chez vous, vos photos de votre femme, des histoires que Michel aurait pu lui raconter. « Michel parle à peine, » dit Jacques. « Les enfants communiquent de bien des manières » intervint doucement le docteur Hiver, le neurologue appelé, lorsque la situation avait commencé à se compliquer. Et Emma est particulièrement intuitive. Henri s'éclaircit la gorge. La ressemblance entre votre défunte épouse et celle de Jacques est inhabituelle. La mâchoire de Robert se crispa. Je n'en sais rien. Je n'ai jamais vu de photo de Madame Noirval. Jamais Jacques en fut surpris. La photographie de Sarah trônait bien en évidence sur son bureau, et plusieurs portraits étaient accrochés dans toute la maison.
J'ai fait attention à ne pas aller là où je n'étais pas nécessaire, dit Robert d'un ton raide. Je fais mon travail, et je viens chercher Emma. Je ne fouille pas dans vos espaces privés. Un silence inconfortable s'abattit sur la pièce. Emma et Michel étaient dans le jardin d'hiver, avec Madame Thomasin, tenue délibérément à l'écart de cette discussion, tendue entre adultes. « Où avez-vous rencontré Sophie ?» demanda soudain Henri. Robert fronça les sourcils. « Quel rapport avec tout ça? Amusez-moi, » répondit Henri. « À l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Je faisais de la maintenance là-bas. Elle était infirmière. » L'expression de Robert s'adoucit au souvenir. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard. Emma est arrivée 2 ans après. Jacques échangea un regard avec son père. Sarah faisait du bénévolat à la Pitié-Salpêtrière, 1 fois par mois dans le service pédiatrique. « C'est un grand hôpital, » répondit Robert d'un ton évasif. « Des milliers de personnes y travaillent. » Le docteur Hiver se pencha en avant. « Monsieur Dubois, Emma a-t-elle toujours été aussi intuitive, aussi connectée aux émotions des autres ?» Robert sembla se dégonfler légèrement. « Elle a toujours été spéciale. Elle sait des choses qu'elle ne devrait pas savoir, ressent tout très profondément. L'école voulait la faire tester, disait qu'elle pourrait être très empathique, ou quelque chose comme ça. Et les tournesols, insista Jacques. D'où cela pourrait-il venir, je n'en sais rien. » Robert se leva brusquement. « C'est exactement ce que je craignais. Vous cherchez des liens qui n'existent pas parce que vous voulez voir votre femme dans ma fille. » Henri se leva aussi, mais sa voix fut étonnamment douce. « Personne ne vous accuse de quoi que ce soit, monsieur Dubois. Mais il y a des coïncidences ici qui méritent d'être examinées. La seule coïncidence, c'est que ma fille ressemble vaguement à votre belle-fille. Et maintenant vous bâtissez toute une fantaisie autour de ça, » s'emporta Robert, la voix haute. « Emma est tout ce qui me reste de Sophie. Elle n'est pas une réincarnation ni un substitut pour combler votre perte familiale. » Jacques sentit un poids glacé lui tomber dans l'estomac. Mis ainsi à nu, ses actions des dernières semaines semblaient dangereusement proches de ce que Robert décrivait. Avait-il inconsciemment essayé de recréer ce qu'il avait perdu? « Je crois que nous avons tous besoin de nous calmer, » intervint le docteur Hiver. « Quoi qu'il se passe ici, l'important c'est que ces 2 enfants qui ont vécu un traumatisme majeur s'aident mutuellement à guérir. C'est ça qui compte. » Avant que quiconque ne réponde, une petite voix retentit de l'embrasure de la porte. Pourquoi tout le monde crie? Emma se tenait là, ses yeux noisettes écarquillés d'inquiétude. « Vous rendez Mikey triste? Il peut vous entendre. » Robert se précipita vers sa fille. « Je suis désolé, chérie. Les adultes ont parfois des discussions compliquées. À propos de moi et de Mikey ?» demanda Emma, sa perception troublante. « À propos de beaucoup de choses ?» éluda Robert. Emma fixa directement Jacques, son regard étrangement mûr. « Vous pensez que je ressemble à la maman de Mikey. C'est pour ça que vous avez l'air triste parfois quand vous me regardez. » La pièce devint silencieuse. Jacques se sentit mis à nu transparent, face à l'intuition de l'enfant. Jacques peinait à trouver les mots justes. Emma poursuivit. « Ce n'est pas grave. Mikey m'a montré sa photo, celle qu'il garde sous son oreiller. Elle est jolie. » Elle fit une pause. « Et elle aimait aussi les tournesols. » Robert fixa sa fille. « Emma, comment pourrais-tu savoir ça ?» Emma haussa les épaules. « C'est Mikey qui me l'a dit pas avec des mots. Il me l'a montré dans ma tête. » Elle l'énonça comme si c'était parfaitement normal. « Je peux retourner maintenant. Je lui ai dit que je prenais juste un peu d'eau. » Alors que Robert ramenait Emma vers le jardin d'hiver, les 3 hommes échangèrent des regards troublés. Cet enfant commença Henri.
est extraordinaire, termina le docteur Hiver, et peut-être la clé pour comprendre quelque chose qu'aucun de nous ne peut saisir pleinement. Les spécialistes arrivèrent un par un au cours de la semaine suivante. Le docteur Hiver avait réuni ce qu'il appelait une équipe pluridisciplinaire pour évaluer l'étrange connexion d'Emma avec Michel, un psychologue pour enfants, un neuropsychiatre, un spécialiste du traumatisme et même un chercheur étudiant ce qu'il appelait prudemment des phénomènes empathiques extraordinaires chez les enfants. Jacques observait à travers la vitre sans teint, tandis qu'Emma et Michel étaient assis ensemble à une petite table entourée de jouets et de matériel de test. Robert se tenait à ses côtés, les bras croisés, la tension visible dans chaque ligne de son corps. « Ce n'est pas un cobaye », marmonna Robert. « Pas encore une fois. Personne ne la traite comme telle », assura Jacques, même s'il comprenait l'instinct protecteur du père. Ils essaient juste de comprendre ce qui se passe. De l'autre côté de la vitre, Emma construisait une structure avec des blocs colorés, tandis que Michel la regardait attentivement. Le neuropsychiatre, le docteur Lavin, était assis en face d'eux, posant de temps en temps des questions. « Quand a-t-elle commencé à parler des tournesols ?» demanda doucement le docteur Hiver. Robert haussa les épaules. « Il y a quelques semaines, au moment où elle a commencé à passer plus de temps ici. » « Et Sarah, votre épouse ?» demanda le docteur Hiver, en se tournant vers Jacques. « Elle avait un lien avec les tournesols. » Jacques hocha la tête, la gorge serrée. Elle en cultivait, disait, qu'il se tournait toujours vers la lumière, quoi qu'il arrive. Après l'accident, quand on nous a dit que Michel ne marcherait peut-être plus jamais, elle a planté tout un jardin de tournesols sous sa fenêtre. À travers la vitre, ils observaient le docteur Lavin poser une série de cartes face cachée sur la table. « Emma, j'aimerais que tu choisisses une carte, mais sans la regarder, entendirent-ils dire dans les haut-parleurs. Tiens-la simplement contre ton cœur. » Emma obéit et choisit une carte, la serrant contre sa poitrine. « Maintenant, Michel, je veux que tu te concentres sur Emma et que tu me dises ce que tu vois. » Le front de Michel se plissa sous l'effort de concentration. Après un long moment, il pointa du doigt son tableau de communication et épela SOL. Le docteur Lavin garda soigneusement une expression neutre et demanda à Emma de retourner sa carte. Elle montrait un soleil éclatant au centre. « Un coup de chance, dit Robert, mais sa voix manquait de conviction. Ils répétèrent l'exercice 5 autres fois. Michel identifia correctement 4 cartes. La probabilité statistique rend cela presque impossible, murmura le docteur Hiver. Dans la salle d'observation, Henri Noirval s'éclaircit la gorge. Il était resté silencieux durant la plupart des tests, mais s'avança alors. « J'en ai assez vu. » Jacques un mot. Dans le couloir, son expression était grave. « C'est au-delà de l'inhabituel, mon fils. Je sais. » Jacques passa une main dans ses cheveux. « Mais cela aide Michel. Il progresse. »« À quel prix ?» demanda Henri. « Cet enfant, Emma, manifeste des capacités que la science ne peut expliquer. Et sa ressemblance avec Sarah, son savoir de choses qu'elle ne pourrait pas connaître, c'est troublant. »« Qu'insinues-tu » Henri soupira. « Je n'insinue rien. Je m'inquiète pour toutes les parties concernées. La petite Dubois est soumise à des tests et des examens. Michel devient émotionnellement dépendant d'elle. Et toi ?» Il hésita. « Tu vois des fantômes là où il n'y en a pas. Ce n'est pas juste, » protesta Jacques, bien qu'une part de lui reconnaissait la vérité dans les paroles de son père. « N'est-ce pas ? Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu n'as jamais pensé, ne serait-ce qu'un instinct, que Sarah était d'une certaine manière liée à cet enfant. » Jacques ne put soutenir le regard de son père.
Les médecins termineront leurs évaluations, poursuivit Henri d'un ton plus doux. Mais quel que soit leur résultat, tu dois réfléchir à la suite. Cet arrangement ne peut pas durer indéfiniment. Pourquoi pas sans porte à Jacques, si cela aide Michel, parce qu'il ne s'agit pas seulement de Michel. La voix d'Henri monta. Cette petite fille a sa propre vie, son propre avenir, tout comme son père. Ils ne sont pas des accessoires à la guérison de notre famille. Avant que Jacques ne puisse répondre, la porte de la salle de test s'ouvrit et Emma jaillit courant vers son père. Robert se mit à genoux pour l'étreindre. « J'ai bien réussi les tests, papa. Tu as été parfaite, ma chérie, » assura Robert, lançant un regard méfiant au Noirval. Hiver sortit avec Michel, qui paraissait fatigué, mais plus alerte que Jacques ne l'avait vu depuis des mois. « Je pense que cela suffit pour aujourd'hui, » dit le médecin. « Nous avons recueilli des données substantielles. » Et demanda Jacques. Le docteur Hiver jeta un coup d'œil à Emma puis à Jacques. « Nous devrions discuter des premières conclusions en privé. Plus tard, dans le bureau de Jacques, l'équipe médicale livra son évaluation. Emma présente ce que nous appelons une résonance empathique accrue, expliqua le docteur Lavin. C'est rare, mais documenté. Sa capacité à deviner les besoins de Michel, à ressentir ses émotions, est exceptionnelle, mais pas surnaturelle. Et les tests de cartes. La connaissance de Sarah insista Jacques. Les médecins échangèrent des regards. Les enfants sont perceptifs d'une manière que nous ne comprenons pas toujours, dit prudemment le docteur Hiver. Les informations circulent par des indices subtils que nous adultes manquons. Quant aux anomalies statistiques, vous dites qu'il y a une explication rationnelle, coupa Henri. Nous disons que nous n'avons pas toutes les réponses, admit le docteur Hiver. Mais ce qui importe, c'est que la connexion entre ces enfants est thérapeutique. Les progrès de Michel sont indéniables. Après le départ des médecins, Jacques retrouva Robert sur la terrasse, observant Emma pousser le fauteuil de Michel dans le jardin en lui montrant des papillons. Les médecins pensent qu'Emma a une capacité empathique rare, dit Jacques en le rejoignant à la balustrade. Robert hocha la tête. Sa mère était comme ça, elle aussi. Elle savait lire les gens, comprendre ce dont ils avaient besoin. Les deux hommes restèrent silencieux, observant leurs enfants. « Et maintenant ?» demanda enfin Robert. L'été épanouissait autour d'eux, transformant le domaine Noirval en un paradis verdoyant. Dans la piscine thérapeutique nouvellement installée, Michel flottait grâce à un équipement spécial. Son visage tourné vers le soleil, tandis qu'Emma barbotait à côté. Sa kinésithérapeute, surveillant depuis le bord, adressa un signe d'encouragement à Jacques. « Sa force du tronc s'améliore, dit-elle. » L'aquathérapie était une excellente suggestion. Jacques hocha la tête, même si l'idée de la piscine venait d'Emma. Comme les sirènes, avait-elle expliqué. Elles ne marchent pas non plus, mais ce sont de très fortes nageuses. Elles ne marchent pas non plus, mais ce sont de très fortes nageuses. 3 mois s'étaient écoulés depuis qu'Emma Dubois avait fait irruption dans leur vie, et les changements étaient remarquables. Michel actionnait désormais son fauteuil roulant de façon autonome, communiquait plus facilement et plus surprenant, encore commençait à retrouver une certaine sensibilité dans le haut de ses jambes, un développement que les médecins qualifiaient d'inattendu, mais pas impossible. L'arrangement entre les familles avait également évolué. Robert avait accepté un poste officiel de régisseur du domaine Noirval, s'installant avec Emma dans la maison d'amis de la propriété. C'était un compromis qui leur donnait de l'indépendance, tout en permettant à Emma de rester proche de Michel. Henri était reparti à Paris sceptique, mais incapable de nier l'amélioration de Michel. L'équipe médicale
poursuivait ses évaluations, documentant ce que le docteur Hiver appelait désormais l'étude de cas Dubois-Noirval, assortie d'accords de confidentialité stricts. « Papa, regarde ça !» cria Emma en démontrant un poirier sous l'eau. Jacques sourit toujours, un peu troublé par la façon naturelle dont elle avait commencé à l'appeler papa, en plus de Robert. C'était arrivé par accident. Un jour, elle avait lancé « Regarde papa », puis avait paru confuse quand les deux hommes avaient répondu. À présent, cela semblait convenir à cette paternité partagée. Son téléphone vibra, avec un message d'Elisabeth. « Réunion du conseil dans 30 minutes. Visio prête dans ton bureau. » Jacques soupira. L'entreprise tournait sans heurts, sans sa présence physique, mais le conseil devenait de plus en plus impatient de son congé familial prolongé. « Je dois prendre un appel », dit-il à Robert, qui revenait du potager avec des légumes frais pour le dîner. Leur relation s'était considérablement réchauffée, la méfiance initiale de Robert, laissant place à une amitié prudente. « Vas-y », répondit Robert. « On s'occupe de tout, ici. » Dans son bureau, Jacques se connecta à la visioconférence et trouva déjà les membres du conseil, réunis en riz, en tête de table virtuelle. Jacques fit son père d'un signe de tête. Nous parlions justement de l'acquisition Morgan. La discussion d'affaires se déroula sans accroc jusqu'à ce qu'Henri introduise un point inattendu. Maintenant, concernant l'organisation de travail à distance de Jacques s'est pleinement impliqué dans les opérations. Intervint Elisabeth. Tous les indicateurs de performance dépassent les objectifs. Néanmoins, poursuivit Henri, sa présence physique est indispensable pour certains aspects du leadership. Le Conseil propose un retour structuré au bureau de Paris dès le mois prochain. Un poids glacé s'abattit dans l'estomac de Jacques. C'est impossible. Le traitement de Michel a beaucoup progressé, conclut Henri. Ce qui signifie que tu peux commencer à reprendre pleinement tes responsabilités. La santé de mon fils est ma responsabilité, répliqua Jacques fermement. L'expression d'Henri s'adoucit légèrement. Personne ne remet cela en cause. Mais l'entreprise a besoin que son PDG soit présent 3 jours par semaine à Paris, avec un aménagement pour l'emploi du temps médical de Michel. C'est un compromis raisonnable. Avant que Jacques ne puisse répondre, une agitation éclata du côté de la piscine. Un grand plouf décrit la voix de Robert, appelant à l'aide. Jacques courut sans réfléchir, le cœur battant. Il déboucha sur la terrasse pour voir Robert tirer Michel de l'eau, le corps de l'enfant inerte. La kinésithérapeute pratiquait déjà un massage cardiaque. Il a juste glissé sous l'eau, sanglota Emma grelottante dans une serviette. J'ai essayé de le tirer, mais il est trop lourd. Les secours arrivèrent à une vitesse étourdissante. Tandis qu'il chargeait Michel dans l'ambulance, Jacques se tourna vers Robert. « Occupe-toi d'Emma, j'accompagne Michel. » À l'hôpital, le temps se ralentit dans une attente insoutenable. Michel avait aspiré de l'eau, provoquant une détresse respiratoire. Les médecins travaillèrent efficacement le stabilisant, mais l'incident avait été grave. « Il est stable à présent », annonça enfin le médecin urgentiste. Mais compte tenu de son état fragile et de l'atteinte respiratoire, nous préférons le garder en observation. Jacques s'assit au chevet de son fils, observant la poitrine de Michel se soulever et s'abaisser grâce à l'oxygène. Jamais la fragilité de leur progrès de la vie de son fils ne lui avait paru aussi brutale. Des heures plus tard, Robert arriva avec Emma inconsolable jusqu'à ce qu'on l'autorise à voir Michel. Elle se tenait maintenant près du lit, étrangement silencieuse. J'aurais dû mieux surveiller,
avait dit la kinésithérapeute accablée. Mais Jacques savait que les accidents arrivaient surtout avec des enfants. La vraie question était de savoir s'il pourrait concilier les besoins de Michel avec ses obligations professionnelles, et si retourner à Paris ne mettrait pas en péril le fragile équilibre qu'ils avaient construit. Comme s'il lisait ses pensées. Robert dit doucement « Élisabeth m'a appelé. Elle m'a parlé de la réunion du conseil. » Jacques hocha la tête, trop épuisé pour feindre. « Ils me veulent de retour à Paris. »« Et qu'est-ce que tu vas faire ?» Avant que Jacques ne réponde, Emma parla depuis le chevet de Michel. « Il rêve de l'eau, dit-elle. Il n'a plus peur. » Les deux hommes se tournèrent vers elle. « Que veux-tu dire, ma chérie ?» demanda Robert. Dans son rêve, il coulait, mais il n'avait plus peur. Il a vu. Emma fronça les sourcils concentrés. Une dame aux cheveux jaunes, comme sur les photos dans sa chambre. Elle lui a dit que ce n'était pas encore le moment. Les lumières de la Défense scintillaient au loin. Jacques se tenait devant la fenêtre de son appartement haussmannien, le téléphone collé à l'oreille. « Comment va sa fièvre ?» demanda-t-il, la tension perceptible dans sa voix. « Descendu à 32, répondit Robert. Le docteur Mathieu dit que l'infection respiratoire réagit bien aux antibiotiques. Jacques expira lentement. Et il mange. Oui, Emma a réussi à lui faire prendre un peu de soupe au dîner. Elle lui a raconté une histoire de chevalier qui devait manger une soupe magique pour combattre les dragons. Malgré son inquiétude, Jacques sourit. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'incident à la piscine, et bien que Michel se soit remis de la quasi-noyade, il avait développé une infection qui l'avait affaibli. Comme toujours, c'était Emma qui parvenait le mieux à l'apaiser dans les moments difficiles. « Je prendrai l'avion demain matin, » dit Jacques. « La réunion du conseil sera finie à midi. »« Pas la peine de te presser, » le rassura Robert. « On gère tout ici. Henri a appelé aussi pour prendre des nouvelles. » La mention de son père surprit Jacques. Henri s'était montré étonnamment soutenant depuis l'hospitalisation de Michel, acceptant même l'emploi du temps, aménagé 3 jours à Paris, 4 avec Michel à la campagne. « Repose-toi, » conseilla Robert. « Michel est entre de bonnes mains. » Après avoir raccroché, Jacques se servit un verre de scotch et relut sa présentation pour la réunion du lendemain. Les mots se brouillaient devant ses yeux fatigués. Il se poussait à bout jonglant entre ses responsabilités d'entreprise et la surveillance constante de l'état de Michel à distance. Son téléphone vibra un message d'Emma, ou plutôt de Robert, écrivant pour elle. Mikey dit « Bonne nuit, papa. Il est super courageux avec ses médicaments. » Le message était accompagné d'une photo de Michel faisant un pouce levé depuis son lit. Emma à ses côtés, mimant le même geste. Jacques ressentit ce pincement désormais familier au cœur. En quelques mois, ces 2 êtres étaient devenus aussi essentiels pour lui que sa propre famille. Les frontières s'étaient estompées, créant quelque chose de nouveau, pas un remplacement pour ce qu'il avait perdu avec Sarah, mais un lien différent, inattendu et précieux. Un coup frappé à la porte interrompit ses pensées. Élisabeth apparut dans l'encadrement, un dossier de chemises à la main. « Désolé de te déranger si tard, mais il faut ta signature avant la réunion de demain. » Entre, fit Jacques en lui faisant signe. Ils avaient travaillé tard ensemble d'innombrables fois au fil des ans. Mais ce soir, sa présence lui paraissait comme une intrusion dans ses pensées de chez lui. Et ce chez lui signifiait désormais sans équivoque le domaine Noirval, avec Michel, Emma et Robert. Pas ce penthouse parisien froid et stérile. « Comment va Michel ?» demanda Élisabeth en disposant les documents sur son bureau. « Il va mieux. L'infection répond bien au traitement. » Élisabeth,
hocha la tête, le visage adouci. « Et la petite Emma, Emma étant Emma, répondit Jacques, avec un sourire qu'il ne put retenir. Elle raconte des histoires, fait rire Michel, et devine toujours ce dont il a besoin, avant même qu'il ne le sache lui-même. Tu t'es attaché à elle, observa Élisabeth. À eux deux, répondit Jacques en soutenant son regard. Est-ce un problème? Pas du tout, dit-elle prudemment. C'est juste un grand changement. Il y a 6 mois, tu étais... Une coquille vide, compléta Jacques, noyé dans le chagrin et le travail. Élisabeth hocha la tête. Et maintenant tu as cet arrangement familial peu conventionnel. C'est bon de te voir à nouveau engagé dans la vie. Jacques sirota son scotch, méditant ses paroles. C'est peu conventionnel, reconnut-il, mais ça fonctionne. Michel s'épanouit avec Emma à ses côtés. Et toi, demanda Élisabeth doucement, est-ce que toi aussi tu t'épanouis, Jacques? La question le prit de court. Il s'était tellement concentré sur les besoins de Michel et sur l'équilibre fragile entre les familles qu'il n'avait guère réfléchi à sa propre transformation. « Je crois que oui », réalisa-t-il à voix haute. « Pour la première fois depuis la mort de Sarah, je regarde vers l'avenir plutôt que vers le passé. » Élisabeth sourit, une chaleur sincère dans son expression. « Alors accroche-toi à ça, peu importe ce que dit le conseil ou quiconque. » Après son départ, Jacques retourna à la fenêtre contemplant les lumières de la ville. Son téléphone vibra de nouveau. Un autre message de Robert Emma a encore fait un rêve de Sarah ce soir. Elle m'a demandé de te dire que la dame au tournesol dit de ne pas t'inquiéter autant. Je pensais que tu devrais le savoir. Jacques fixa l'écran, un frisson le parcourant. Jamais. Il n'avait en dit à Emma que Sarah appelait Michel « mon petit tournesol ». C'était un surnom intime jamais partagé, en dehors de la famille proche. Et pourtant, Emma le savait. Le lendemain matin, Jacques était à mi-chemin de sa présentation devant le conseil, quand son téléphone privé vibra. Robert n'appelait jamais pendant ses réunions, sauf en cas d'urgence. Jacques s'excusa et sortit dans le couloir. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, sans préambule. « C'est Emma », répondit la voix de Robert, tendue d'inquiétude. Elle s'est effondrée pendant le petit déjeuner. Elle a une forte fièvre, délire. L'ambulance est en route. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était malade hier, aucun symptôme. Elle allait très bien. Et puis soudain, Jacques Del parlait avec Michel, et elle a juste dit « quelque chose ne va pas ». Puis elle s'est évanouie. Michel est hystérique. Il n'arrête pas de répéter « ça recommence ». Jacques se précipitait déjà vers l'ascenseur. « J'arrive tout de suite. » Dans quel hôpital l'emmène-t-il? Hôpital Necker-enfant malade. Jacques. La voix de Robert se brisa. Elle prononçait le nom de Sarah avant de perdre connaissance. L'unité de soins intensifs pédiatriques était étrangement silencieuse, seulement ponctuée par le bip rythmique des moniteurs. Emma gisait petite et pâle sur les draps, blancs, ses cheveux blonds miel éparpillés sur l'oreiller. Robert était assis à ses côtés, sa grande main calleuse enveloppant délicatement la sienne. De l'autre côté de la chambre, Jacques se tenait avec le docteur Hiver et la spécialiste en maladies infectieuses appelée en urgence. « Tous ces tests reviennent non concluants », annonça la spécialiste, la frustration perceptible dans sa voix. « Les marqueurs d'infection sont élevés, mais nous n'arrivons pas à identifier de pathogènes spécifiques. C'est comme si son corps luttait contre quelque chose d'invisible. Cela pourrait être lié à l'infection de Michel, demanda Jacques. Ils passent presque toutes leurs heures ensemble. Présentation tout à fait différente. Secoua la tête la doctoresse. Michel avait une infection respiratoire claire,
après une pneumonie par aspiration. Les symptômes d'Emma sont plus systémiques, presque comme une réaction auto-immune. Le docteur Hiver était inhabituellement silencieux, l'expression troublée. Il y a une autre possibilité à envisager, dit-il prudemment. Dans des cas de connexion empathique extrême, on a documenté des manifestations psychosomatiques des symptômes physiques sans cause organique identifiable. La tête de Robert se releva brusquement. « Vous êtes en train de dire qu'elle imagine être malade. Regardez-la, pas imaginer. » Rectifia le docteur Hiver. Ces symptômes sont bien réels, mais le déclencheur pourrait être psychologique plutôt que pathogène. La connexion d'Emma avec Michel est extraordinaire. Quand il était malade, elle a peut-être internalisé sa détresse, au point qu'elle se soit manifestée dans son propre corps. C'est absurde, lâcha Robert d'un ton sec. Le docteur Hiver soupira. Monsieur Dubois, ces derniers mois, nous avons constaté à maintes reprises qu'Emma manifestait des connaissances ou des perceptions qu'elle ne pouvait pas avoir par des moyens ordinaires. Son lien avec Michel, et possiblement avec la mémoire de Sarah Noirval, défie les explications conventionnelles. Alors, maintenant ma fille, est quoi, médium possédé? Robert se leva sa colère, irradiant de lui. Au lieu de chercher de vraies réponses médicales, vous transformez ça en phénomène surnaturel. Robert, intervint Jacques. Personne ne suggère quoi que ce soit de surnaturel. Mais Emma est différente, spéciale. Nous l'avons tous constaté. C'est une enfant, répliqua Robert, la voix brisée. Mon enfant. Pas une curiosité médicale, pas un miracle. Juste une petite fille qui se bat pour sa vie, pendant que des médecins lancent des théories au lieu de trouver des traitements. Avant que quiconque ne réponde, Emma bougea ses paupières, battant. « Papa » murmura-t-elle. Robert fut instantanément à ses côtés. « Je suis là, ma chérie, juste là. » Les yeux d'Emma s'ouvrirent d'abord flous, puis plus clairs. « Pas toi, papa » souffla-t-elle. « L'autre papa, il est triste. » Jacques sentit la pièce vaciller autour de lui. Il s'avança de l'autre côté du lit et prit sa petite main libre. « Je suis là aussi, Emma. Ne sois pas triste, » dit-elle d'une voix plus forte. « Je l'ai revue, la dame au tournesol. Elle m'aide à aller mieux. » Robert et Jacques échangèrent un regard lourd de trouble au-dessus du lit. Emma dit doucement le docteur Hiver en s'approchant. « Peux-tu nous parler de la dame au tournesol ?» Emma acquiesça faiblement. « Elle me ressemble mais en plus grande. Elle dit qu'elle veille sur Mikey et moi, aussi maintenant. » Son front se plissa. Elle dit que je ne suis pas censé la connaître encore, mais que parfois les choses se mélangent. Se mélangent comment, ma chérie? Demanda Robert, en lui caressant les cheveux. Comme quand on voit quelque chose avant que ça n'arrive, ou qu'on se souvient de quelque chose. Mais d'après, son explication était hésitante, enfantine. Elle dit que c'est comme quand des pièces de puzzle se retrouvent dans la mauvaise boîte. Le docteur Hiver prenait des notes, le visage concentré. « Emma, quand as-tu commencé à voir la dame au tournesol quand j'ai rencontré Mikey ?» dit-elle simplement. Elle était debout derrière son fauteuil roulant. Elle avait l'air triste parce qu'il pleurait. C'est pour ça que je lui ai donné mon sandwich. Un frisson parcourut Jacques. « Tu l'as vu dans mon bureau ce premier jour ?» Emma hocha la tête. Elle m'a dit que son nom c'était Mickey pas Michel, et qu'il aimait les sandwichs au beurre de cacahuètes, coupés en triangles, pas en carrés. La pièce devint silencieuse, à part le bip régulier des moniteurs. Enfin le docteur Hiver prit la parole. « Je pense qu'il faut laisser Emma se reposer maintenant. Sa fièvre baisse, ce qui est bon signe. Dans le couloir à l'extérieur de la chambre,
Les 3 hommes se regroupèrent en conférence tendue. Cela dépasse la connexion empathique, dit calmement le docteur Hiver. Ce qu'Emma décrit ressemble à « Ne le dites pas », coupa Robert brutalement. Quelle que soit la théorie que vous vous apprêtiez à sortir, ne la dites pas. Nous devons envisager toutes les possibilités, insista le docteur Hiver. L'état d'Emma, ses connaissances, son lien avec Michel, et oui, peut-être aussi avec Sarah. Tout cela pourrait être les facettes d'un même phénomène. Qui serait quoi, exactement? Demanda Jacques. Le docteur Hiver hésita. Il existe un concept en physique quantique, appelé intrication. Quand des particules interagissent, elles deviennent liées d'une façon qui transcende les limites physiques habituelles. Certains physiciens théoriciens ont proposé que la conscience pourrait fonctionner selon des principes similaires. Donc vous êtes en train de dire que la conscience de ma fille est quoi, intriquée avec vos épouses mortes. La voix de Robert était dangereusement calme. Je dis seulement qu'il existe des aspects de l'expérience humaine que la science commence à peine à explorer, répondit le docteur Hiver. Quoi qu'il se passe avec Emma, c'est extraordinaire. L'automne peignait le jardin du Luxembourg, de teintes ardentes, tandis que Jacques poussait le fauteuil de Michel le long des allées sinueuses. Derrière eux, Robert et Emma marchaient main dans la main. La fillette, désormais totalement rétablie, de sa mystérieuse maladie, trottinait joyeusement. 3 semaines s'étaient écoulées depuis son hospitalisation. 3 semaines de nouveaux examens de consultation, et finalement de bien peu de réponses concrètes. Les bateaux-cygnes sont tous partis, observa Michel, en désignant le bassin, où voguaient les embarcations célèbres pendant les beaux jours. Ils reviendront au printemps, le rassura Jacques. Comme les vrais cygnes. Emma fit une petite cabriole en avant, puis se retourna. On peut prendre du chocolat chaud. Il y a un stand près du pont. La normalité de ce moment, une sortie familiale lors d'un après-midi d'automne vif, contrastait avec les circonstances extraordinaires qui les avaient réunis. Après la guérison d'Emma, les 2 familles avaient trouvé un rythme de vie qui semblait de plus en plus naturel. Robert gérait le domaine avec une compétence tranquille. Jacques partageait son temps entre ses responsabilités d'entreprise et la vie de famille. Les enfants poursuivaient leurs séances de thérapie, peu conventionnelles, Michel progressant régulièrement grâce à l'intuition d'Emma. Le docteur Hiver et son équipe continuaient leurs recherches, qualifiant désormais prudemment le phénomène de conscience interconnectée, tout en renonçant aux théories plus ésotériques face à la protection farouche de Robert. Au stand de chocolat chaud, Robert tendit à Emma son gobelet, en l'avertissant prudemment de la température. Jacques aida Michel à ajuster sa paille sur son support adapté. Ces petits gestes de coordination étaient devenus une seconde nature, les 4 fonctionnant comme une unité. Bientôt c'est Halloween, annonça Emma, la lèvre supérieure, ornée d'une moustache de chocolat. Est-ce que Mikey et moi, on peut avoir des costumes assortis? Tu pensais à quoi? Demanda Robert. Des astronautes, parce que le fauteuil de Mikey peut faire partie du vaisseau spatial. Jacques sentit cette chaleur familière se répandre en lui. La capacité d'Emma à transformer le handicap de Michel en quelque chose de positif ne cessait de l'émouvoir. Je trouve que c'est une excellente idée. Il faudra qu'on commence à préparer ça. J'ai déjà fait des dessins, déclara Emma avec assurance, et une liste de fournitures. Tandis que les enfants débattèrent des détails des costumes, Robert s'approcha de Jacques. « Nous devons parler, » dit-il à voix basse, « de l'avenir. » Jacques acquiesça. Ils avaient évité cette conversation profitant de la stabilité des dernières semaines.
mais certaines réalités ne pouvaient être repoussées indéfiniment. Ce soir, quand ils dormiront, convint Jacques. Plus tard, dans le bureau de Jacques, les deux hommes étaient assis un verre à la main. Le feu crépitait dans la cheminée, repoussant le froid automnal. L'école de Michel demande quand il reviendra, commença Jacques. Les cours particuliers l'ont maintenu à niveau sur le plan académique, mais socialement. L'école d'Emma aussi s'inquiète, répondit Robert. Elle a manqué beaucoup de jours et il y a eu des incidents. Jacques haussa un sourcil interrogatif. Elle raconte des histoires sur Sarah, des choses qu'elle ne peut pas savoir. Robert fit tourner son verre de whisky. Sa maîtresse m'a convoqué. Elle voulait savoir s'il y avait des circonstances particulières à la maison. Et qu'as-tu répondu? Robert lâcha un rire amer. Qu'est-ce que je pouvais dire? Que ma fille a un lien inexplicable avec une femme morte avant même qu'elle ne rencontre son fils, qu'elle parle parfois avec la voix de Sarah. J'ai simplement dit que nous avions un arrangement familial particulier, et je me suis arrêté là. Jacques réfléchit un instant. On pourrait envisager une école privée quelque part de plus flexible pour notre situation. Robert posa son verre, l'expression grave. Et c'est bien ça le problème. Qu'est-ce qu'on est exactement? Jacques, cela fait des mois que nous vivons dans ce drôle de flou. Je travaille pour toi. Nos enfants sont inséparables. Nous fonctionnons comme une famille, mais nous sommes quoi? Employeurs et employés, coparents, amis. La question resta suspendue entre eux. Jacques se l'était posée des dizaines de fois, sans jamais trouver de réponse satisfaisante. Je ne sais pas, admit-il enfin. Tout ce que je sais, c'est que ça marche. Michel est plus heureux et en meilleure santé qu'il ne l'a été depuis l'accident. Emma est extraordinaire, et tu es devenu quelqu'un à qui je fais confiance pour ce que j'ai de plus précieux. Robert hocha lentement la tête. Mais ce n'est pas durable, n'est-ce pas? Pas comme ça. Les enfants auront besoin un jour d'une vie normale, d'une école d'amis, d'une compréhension claire de ce qu'ils représentent l'un pour l'autre. « Tu veux dire que tu veux partir ?» demanda Jacques, une pointe d'angoisse dans la voix. « Non, » répondit Robert, aussitôt. « Ce n'est pas ce que je dis. Emma serait dévastée, Michel aussi. Moi également, » ajouta-t-il à voix basse. « Mais nous devons définir ce que c'est pour le bien de tous. » Avant que Jacques ne puisse répondre, une petite voix se fit entendre depuis l'embrasure de la porte. « Mickey a fait un mauvais rêve. » Les deux hommes se retournèrent pour découvrir Emma en pyjama, les cheveux en bataille. « Comment le sais-tu » demanda doucement Robert. « Parce que je l'ai fait, » aussi dit simplement Emma. L'accident de voiture, celui qui a blessé Mickey et emporté sa maman. Le cœur de Jacques se serra. L'accident n'avait jamais été raconté en détail à Emma. « Il a peur, » continua la fillette. « Est-ce qu'on peut tous dormir dans la grande chambre ce soir, comme une soirée pyjama ?» Les deux hommes échangèrent un regard. Leur conversation sérieuse était une fois de plus remise à plus tard par les besoins immédiats des enfants. « Bien sûr, » dit Jacques en se levant. « Allons voir, Michel. » Tandis qu'il suivait Emma à l'étage, Robert murmura. « C'est bien ce que je veux dire. Comment expliquer tout cela aux autres et à eux surtout ?» Jacques n'avait aucune réponse. Dans le couloir faiblement éclairé, la petite silhouette d'Emma ouvrait la marche certaine et paisible, loin des questions qui tourmentaient les adultes. Dans la chambre, ils trouvèrent Michel, éveillé, les larmes aux joues. « J'ai vu l'accident », chuchota-t-il, quand Jacques s'assit au bord de son lit. Maman essayait de tourner le volant. Ce n'était qu'un rêve, tenta de le rassurer Jacques, bien qu'un frisson glacé lui parcourt l'échine.
L'accident avait eu lieu alors que Michel était à l'école. Il n'était pas dans la voiture lorsque Sarah est morte. Ce n'était pas qu'un rêve, répliqua Emma en grimpant au pied du lit. C'était un souvenir, mais pas celui de Mickey. Il s'est encore mélangé. La neige recouvrait le domaine Noirval, transformant les jardins en un paysage immaculé. À l'intérieur, la chaleur rayonnait de la grande cheminée du salon, où un immense sapin de Noël scintillait de lumières et de décorations. Emma se tenait sur la pointe des pieds, accrochant soigneusement une décoration artisanale, un tournesol découpé dans du papier jaune. Plus haut, indiqua Michel depuis son fauteuil. Là-haut avec les autres spéciales. Emma s'étira autant qu'elle put, mais l'endroit restait hors de portée. Permette, dit Henri Noirval en s'approchant. Le patriarche souleva la fillette avec aisance, lui permettant d'accrocher le tournesol exactement où Michel le voulait. « Parfait, déclara Michel avec satisfaction. Henri reposa Emma avec douceur, son scepticisme initial depuis longtemps, remplacé par une affection quasi grand-paternelle. 6 mois avaient en transformé bien des choses, y compris sa vision de cette famille singulière qui s'était formée autour de son fils et de son petit-fils. Dans la cuisine, Jacques et Robert préparaient ensemble le dîner du réveillon, se déplaçant l'un autour de l'autre avec la facilité de ceux qui ont appris à partager l'espace. Le conseil a approuvé ce matin le financement de la fondation Dubois Noirval, mentionna Jacques en coupant des légumes. Dotation complète. Le centre de recherche médicale pour enfants posera sa première pierre en février. Robert hocha la tête en vérifiant la dinde. Emma est impatiente de devenir assistante junior. Elle répète « neuroplasticité empathique » depuis 1 semaine. Jacques sourit. La fondation dédiée à l'étude des liens de guérison unique entre des enfants comme Emma et Michel avait apporté une solution à plusieurs problèmes à la fois. Elle offrait un cadre officiel aux recherches que le docteur Hiver voulait poursuivre. Elle donnait une finalité publique à leur arrangement familial atypique, et elle préparait un avenir où les dons extraordinaires d'Emma seraient perçus comme un atout et non comme une bizarrerie. Le lycée privé de Paris les a acceptés tous les deux pour janvier, ajouta Jacques. Leur double inscription devrait s'intégrer parfaitement au calendrier de la fondation. Un silence confortable s'installa entre eux, seulement interrompu par les bruits de cuisson et les notes lointaines des chants de Noël qui venaient du salon. Tant de choses avaient changé depuis ce premier jour chaotique où Emma avait déboulé dans le bureau de Jacques. Michel suivait désormais des séances régulières de kinésithérapie, montrant une amélioration notable de la force du haut du corps et même quelques réponses nerveuses prometteuses dans ses jambes. Emma, de son côté, avait canalisé ses intuitions dans des activités plus structurées, travaillant avec le docteur Hiver pour comprendre et développer son don unique. Et les 2 hommes avaient trouvé un équilibre fonctionnel, Robert conservant son indépendance tout en acceptant sa place dans la famille élargie Noirval, et Jacques apprenant à partager la parentalité et la prise de décision avec quelqu'un qui voyait le monde différemment. Sarah aurait adoré ça, dit Jacques à voix basse. La maison pleine de monde. Michel qui rit à nouveau. Robert le regarda. Ces évocations de la présence continue de Sarah dans leur vie étaient devenues plus faciles avec le temps. Sophie aussi, répondit-il. Elle a toujours rêvé d'une grande famille. La mention de la mère d'Emma ne provoquait plus de tension. Quelle que fût la mystérieuse connexion entre Sarah Noirval et Emma Dubois, qu'il s'agisse d'un enchevêtrement quantique d'une présence spirituelle ou simplement d'une empathie extraordinaire, ils avaient appris à l'accepter comme faisant partie de leur réalité commune.
Élisabeth arriva les bras chargés de cadeaux, suivie du docteur Hiver et de plusieurs membres de l'équipe médicale de Michel, devenus des visages familiers de leur cercle familial élargi. La maison se remplit de voix et de rires. L'isolement qui avait défini la vie de Jacques et de Michel après la mort de Sarah n'était plus qu'un lointain souvenir. À l'approche du soir, Emma tira doucement la manche de Jacques. « C'est l'heure du cadeau spécial », chuchota-t-elle avec urgence. Jacques hocha la tête et croisa le regard de Robert de l'autre côté de la pièce. Il s'était préparé pour ce moment, tout en doutant encore de la justesse de leur décision. Tout le monde appela Jacques, rassemblant le groupe autour du sapin. Michel et Emma ont préparé quelque chose, une surprise de Noël. Le silence tomba, tandis que Robert positionnait le fauteuil de Michel près de la cheminée. Emma se plaça à ses côtés, le visage inhabituellement sérieux. « Prêt ?» demanda-t-elle. Michel acquiesça avec détermination. D'un geste mesuré, il défit la ceinture de sécurité de son fauteuil. Emma resta tout près, ses petites mains, prêtes à le soutenir. Le docteur Mathieu, kinésithérapeute de Michel, s'approcha, mais resta à distance, respectant le désir des enfants de faire cela eux-mêmes. Lentement guidé par Emma, Michel se pencha en avant. S'appuyant sur les orthèses spéciales fixées à ses jambes et sur le déambulateur placé devant lui, il commença à se redresser. Un souffle collectif parcourut la pièce. Jacques sentit la main de Robert se crisper sur son bras. Centimètre par centimètre, Michel parvint à se hisser debout, le visage rougi par l'effort des perles de sueur au front. Emma restait immobile, n'offrant qu'un soutien minimal, mais essentiel. Quand il fut enfin debout, équilibré entre le déambulateur et la présence rassurante d'Emma, son visage s'illumina d'un sourire éclatant. « Joyeux Noël, papa !» dit-il d'une voix tremblante d'émotion. Jacques ne put répondre. Les larmes coulaient librement sur ses joues, après 2 ans, à entendre les médecins affirmer que Michel ne se lèverait jamais, voir son fils debout, ne serait-ce que quelques instants, et avec assistance relevait du miracle. Henri s'approcha de Jacques, les yeux humides. « Sarah serait si fière », murmura-t-il. Comme en écho à ce nom, une expression étrange et fugace traversa le visage d'Emma, un regard serein et sage plus âgé que son âge. Pendant un instant, la ressemblance avec Sarah fut si frappante que plusieurs personnes dans la pièce retinrent leur souffle. Puis ce fut fini, et elle redevint simplement Emma, rayonnante de fierté devant l'exploit de Michel. 3 pas l'encouragea-t-elle. « Rappelle-toi ce qu'on a pratiqué. » Avec une lenteur douloureuse, Michel avança son pied droit. La pièce entière retint son souffle, tandis qu'il accomplissait laborieusement un pas puis un deuxième, et enfin un troisième, avant que ses forces ne l'abandonnent. Robert s'empressa d'aider Emma à le ramener en sécurité dans son fauteuil. Le garçon, épuisé mais triomphant. La pièce explosa en applaudissements et en exclamations. Le docteur Mathieu parlait déjà des implications pour son programme de rééducation, la voix vibrante d'enthousiasme. Henri, quant à lui, appelait déjà des proches pour leur annoncer la nouvelle. Dans ce joyeux chaos, Jacques se retrouva entre Robert et les enfants. Un tableau inimaginable 1 an plus tôt. Emma leva les yeux vers lui, son expression, soudain grave et plus mûre que son âge. La dame au tournesol dit que ce n'est que le début, souffla-t-elle, pour que seul Jacques l'entende. Elle dit que parfois les miracles ressemblent à des accidents, et que parfois les familles se trouvent de la manière la plus étrange. Jacques s'agenouilla pour étreindre les 2 enfants, le cœur trop plein pour formuler un mot. Quel que fût le mystère qui les avait réunis,
Quel que fût le lien entre la mémoire de Sarah et l'intuition d'Emma, il avait cessé de chercher à l'expliquer. Certaines bénédictions, avait-il appris, doivent être reçues avec gratitude plutôt que comprises.